à l'emploi. Est-ce qu'on peut avoir une copie de cette stratégie? Oui, elle est là, mais malheureusement, voilà, c'est ça, l'Arabie. Nous avons donc demandé à l'OIT de nous dégager des fonds pour la traduction. Hein. Je vous donne enfin la copie. Les deux partenaires sociaux, c'est-à-dire l'UTICA et le JTT. Et les deux sont d'accord? Les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord. Nous avons fait, et surtout aussi les administrations publiques. Et c'était un travail vraiment qui a été fait en collaboration étroite avec les différents intervenants. C'est pourquoi on n'a pas trouvé beaucoup de difficultés à ce que tous les gens qui adhèrent, surtout au niveau de... Et faites avec le BIT? Avec le BIT. Le BIT, on fait le badge aussi, qui a contribué, le Banque africaine de développement qui a contribué, et je pense, et principalement, disons, c'est le BIT. D'accord. Ouais. Et s'il y a des mesures clés pour 2013 qui 2013, sont voilà. ce seraient lesquelles? Lesquelles? C'est, voilà, je vais vous donner une idée. C'est là un point très important. Insister beaucoup sur ce qu'on appelle l'auto-emploi dans les régions du Congo. L'auto-emploi ou les microfinances. Parce que dans les régions littorales, il n'y a pas de problème, et il y a toujours des entreprises, et on pourra placer, etc., avec les avantages fiscaux que nous avons prévus, avec les chèques d'emploi et d'employabilité. Donc, c'est possible donc au moins de stabiliser les recrutements. Pour les régions défavorisées, et c'est là où les taux de chômage sont vraiment énormes, il faut trouver une autre solution. On ne peut pas placer les gens, on n'a pas un tissu économique capable de les absorber. Donc, la seule solution urgente et provisoire, c'est premièrement de dégager ou de permettre aux jeunes là-bas, premièrement d'identifier des micro-projets, soit individuels ou bien collectifs, justement, des micro-projets qui seront donc rentables et qui seront viables dans la région, donc qui vont s'insérer dans le tissu régional et qui pourraient donc au moins faire baisser les taux de chômage, du moins provisoirement, jusqu'à ce que dans les grands projets de l'État, et surtout avancent pour les années prochaines. Et c'est là, actuellement, pour cette année, c'est presque l'innovation existe là-bas. C'est dans ce qu'on appelle l'auto-emploi. Et nous allons faire presque le 1/3 du budget du Fonds national de l'emploi, c'est-à-dire l'ordre de presque 200 millions de dinars, justement, pour l'auto-emploi. Et nous allons faire une clé de répartition pour chaque région, pour donner à chaque région un budget intrinsèque, donc qui correspond au taux de chômage, à la population, aux potentialités qui existent, etc. Et nous allons donc surtout transférer cet argent à une instance régionale qui pourrait donc piloter et surtout avec bien sûr la coordination avec le ministère ici. Et en plus, il y a le problème surtout de la formation, ou bien surtout ce qu'on appelle la formation complémentaire. Nous avons aussi un programme qui s'appelle, nous allons le quantifier, le programme d'encouragement à l'emploi, qui va être donc l'outil pour surtout les diplômés qui dans des filières qui ne sont pas employables, donc de leur faire une formation complémentaire ou bien une conversion dans les régions elles-mêmes pour leur permettre justement de trouver enfin des créneaux d'auto-emploi, mais aussi pour leur permettre et leur donner la possibilité d'avoir un emploi dont le diplôme initial ne permet pas. Donc ce sont les deux. Il y a la formation pour l'emploi, pour l'auto-emploi et l'identification des micro-projets. Et le ministère va donc aider pour l'autofinancement,
surtout qui constitue le blocage premier. Et surtout, nous avons fait des contrats, nous allons faire des contrats programmes avec le BTS, la banque de financement des petites et moyennes entreprises, des associations comme INDA, etc., pour faire une action commune dans les régions pour justement essayer de trouver le maximum de micro-projets pour ces jeunes-là. Parce qu'il y a la question de l'accompagnement, il y a la question de l'identification du projet, il y a la question du suivi, etc. Et c'est là où il y a le maximum d'intervenants dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites et qui sont vues pour cette année. Peut-être deux, trois questions liées à ça. Un, nous avons entendu de certains quartiers que certains de ces emplois qui sont créés ne sont peut-être pas toujours utiles. Et donc, seraient aussi des emplois qui seraient créés dans des entreprises publiques pour essayer d'absorber le chômage, mais qui sont là que pour créer l'emploi, alors que peut-être que dans l'activité de l'entreprise, cet emploi n'est pas vraiment nécessaire. Dans les entreprises publiques. Dans les entreprises publiques. Donc, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. L'autre, c'est que certaines de ces... Le système actuel essaie de résoudre le problème de chômage, mais que les personnes qu'on insère dans les positions sont les personnes qui sont le plus longtemps restées au chômage. Avec un système de coach ou coach, où plus on est au chômage, plus on a de chances de trouver un travail parce que la personne a plus besoin, etc. Ce qui ne nécessite pas nécessairement que la personne qui a le plus d'expérience est la personne qui est la plus qualifiée et le travail. Et donc de ce côté-là, c'est peut-être pas le système le plus efficace. Absolument. Donc je ne sais pas, est-ce que ceci fait partie de la réforme? Et peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a une volonté d'aller de l'avant pour essayer d'établir peut-être un peu plus de flexibilité dans les contrats de travail, y compris pour le fait qu'il n'y a plus la sous-traitance, mais il y a des contrats qui sont encore plus de 4 ans. Une fois qu'on prend quelqu'un, du côté de la compagnie, c'est beaucoup plus dur pour laisser la personne partir parce que ça devient... les conditions de travail sont plus rigides. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord. Pour ce qui est, pour la deuxième question, le deuxième point, ce qu'on appelle les modes innovants de recrutement, etc., le flexi-sécurité, etc., c'est écrit dans la stratégie. Nous sommes, en tant que défendeurs des causes des chômeurs, nous sommes pour cette option. Et l'entreprise devait avoir beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse dans le recrutement et dans le licenciement. C'est tout à fait normal et c'est... Bien sûr, et nous avons bataillé pour ça dans le contrat social, parce que nous sommes partie prenante. Nous avons bataillé pour ça. Et nous avons dit, puisque le contrat social prévoit la possibilité d'avoir une caisse, ce qu'on appelle de garantie de ceux qui ont perdu leur emploi, hein, il faut au moins, donc, en contrepartie, permettre à donner et adopter cette flexi-sécurité. Mais je crois que c'est l'UGTT qui était toujours, qui s'oppose à cette idée. Hein? Et de toutes les façons, c'est pourquoi dans la stratégie, il est dit il faut trouver toutes les formules possibles justement pour la flexi-sécurité. Ça, c'est tout à fait. Et je pense que c'est là une tendance générale. On ne peut pas l'éviter. Mais la question est tout simplement il faut peut-être accélérer le processus plus qu'autre chose, à notre niveau et au niveau du gouvernement. Bon, pour la question de recrutement qui ont été faits en 2012, je vous l'accorde, je suis tout à fait d'accord. Il y a, parce que, par exemple, je vous donne quelque chose qui est très clair pour la compagnie Phosphate Gas. Elle a recruté presque 10 000. Mais en fait, ce sont des recrutements sociaux, ce ne sont pas des recrutements qui répondent aux besoins même de l'entreprise.
Vous voyez. Et c'est là, à mon sens, quelque chose qui n'est pas économiquement rentable. Mais peut-être politiquement, socialement, enfin, c'était une solution, tout simplement. À un degré moindre, les recrutements qui ont été faits à la fonction publique. Les 25 000 là. Aussi, c'est la même chose. Pour cette année, pour l'année 2013, il est prévu dans le budget de recruter 23 500 dans la fonction publique. À mon avis, c'est ce que je vais personnellement, je vais défendre l'idée qu'il faut justement que ces recrutements doivent se débarrasser de ce qu'on appelle du côté social et politique. Il faut vraiment le mérite, il faut la qualification, parce que l'administration devait être vraiment le vecteur et il faut qui tire en quelque sorte les services publics d'en haut. Et je pense que ceci est nécessaire, mais malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des impératifs politiques, des impératifs économiques, il y a cette tension, cette pression qui se fait. Il y a puisqu'il y a dans la structure des chômeurs, il y a des chômeurs qui ont passé presque plus que 5 ans ou 6 ans, etc. Donc il faut trouver une solution immédiate. Et je pense, si on a en 2012, ce sont les chômeurs de longue durée qui ont profité, pour 2013, il faut que les chômeurs les plus qualifiés qui doivent être donc recrutés. C'est à mon avis. Et surtout, autre chose, il faut aussi que ce recrutement-là, aussi parce que autre anomalie, dans les recrutements de 2012, les régions les plus défavorisées ont été défavorisées dans le recrutement. Par exemple, au Tataoun, où il y a 51%, pour ceux qui ont été recrutés, il y a 5 ou 6. Vous voyez. Donc il faut faire le mérite et surtout voir donner des quotas ou bien donner, je ne sais pas, ou peut-être quelques avantages aux régions. Et bien sûr, nous allons donc faire une loi de recrutement pour la fonction publique et j'espère que ça va aller dans ce sens.